bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont avec nous en ce moment même sur Twitch et bonsoir ceux ou bonjour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Merci de venir donc nous rejoindre et j'en profite aussi pour dire bonsoir à mon très cher Nils Jean en carton qui m'accompagne ce soir pour la petite découverte qu'on va faire ensemble. Bonsoir, comment vas-tu? Et ça va très bien, bonsoir mon cher Pierrot, ravi de faire cette découverte avec toi, donc d'un projet que j'attendais beaucoup et qui est assez original, si on peut dire. Voilà, donc sans plus tarder à rentrer dans le vif du sujet, ce soir on parle de Return to Dark Tower, le jeu que vous avez juste là en illustration. Alors non, hein, évidemment je plaisante, ça c'était le jeu donc, qui était sorti chez MB en 1981, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Et après on va aller découvrir la page donc de la campagne actuelle de Lucky Duck Games qui le localise en français. Et ensuite, on fera l'unboxing pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et la fameuse tour que tout le monde parle et veut savoir plus précisément ce qu'on peut en attendre. Voilà, donc ça c'était la boîte des années 80, qui n'était évidemment pas du tout connectée. Et donc à l'utilisation, on avait plutôt une tour, donc je vous remonte l'image qu'il y avait juste avant. J'ai vu où on avait plutôt voilà, des boutons comme ça pour appuyer tout ce qu'il y avait à faire. Un écran aussi qui affichait des différentes informations qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on peut avoir maintenant sur nos smartphones. Voilà un En petit peu effet. les compteurs qu'on avait, donc la pression, les pegboards un petit peu où pour accrocher nos choses dessus. On va faire un toucher-coller. Voilà À voir le si dans le plateau. chat, il y a quelques briscards qui ont connu cette Et ouais, c'est version-là vrai, de hein. Dark Tower. Ça serait super intéressant parce que maintenant c'est une version qui vaut très cher. Donc si jamais vous avez ça dans vos vieux placards, bah, prenez-en soin. On parle ici d'un jeu qui vaut entre 300 et 400 euros sur le marché de l'occasion maintenant. Ah, tu m'étonnes, c'est devenu maintenant Euh, collector, hein. Ouais, c'est venu collector et peut-être d'autant plus maintenant qu'il y a la réédition. Pas C'est assez clair. vieux, nous dit Kuno, et bah tant mieux pour C'est vrai que toi, j'ai envie de te 1981, dire. j'étais même pas né, hein, personnellement. Non, moi Ouais. non plus, moi non plus. Donc je vous fais un petit peu le tour Pas comme ça souvenir du de l'avoir matos, jamais là. vu au Toys R Us dans les catalogues de Noël. Alors après, je connais pas je suis même pas sûr qu'il y ait une version française, pour être tout à fait honnête, Je parce pense que pas, hein. ouais, j'ai cherché un petit peu, j'ai surtout trouvé de la version originale. Et en effet, donc elle est très particulière cette tour et je vous invite fortement, si vous aimez, un peu les claques de nostalgie dans la tronche, d'aller, chercher sur YouTube un petit peu comment fonctionnait, ce Dark Tower, donc le premier du nom. Parce que vous avez vraiment le fil des années, de l'époque avec des petits bips, très ce genre de choses qui vous font tester un peu votre audition et dans cette tour, en fait, là, on le voit très bien sur cette image-là, donc il y a en bas un clavier à touche. C'est un clavier à touche, c'est pas seulement des indications et à l'intérieur, en fait, c'était des rouleaux, donc des rouleaux de diapositives, en fait, qui pivotaient, sur eux-mêmes avec un écran LCD au-dessus et donc qui vous permettaient d'indiquer quand vous rencontrez un ennemi, bah, le moteur tournait et s'éclairait sur un brigand. OK, un brigand et puis quand vous aviez besoin de savoir combien d'argent vous aviez, bah, il fallait appuyer sur un bouton et puis ça tournait et puis ça vous montrait or et ça vous disait combien au-dessus. Donc c'était assez, révolutionnaire, je pense, pour l'époque, édité par MB, hein, qui ont tout édité, je pense, à cette époque-là. Tout ce qui C'est ressemblait clair. de près ou de loin à du plastique, ils ont tout pris. Et donc c'est un jeu qui est toujours fortement apprécié par ceux qui l'ont essayé, à l'époque. Donc ce Dark Tower, donc qui n'est pas Return to Dark Tower, qui est bien Tout à Dark Tower. fait. Et comme tu dis, voilà, c'était bien Dark Tower à l'époque et pas Return to Dark Tower, parce que Return to Dark Tower est arrivé un petit peu plus tard, en fait, par l'intermédiaire de Restoration Games, qui a fait donc une campagne Kickstarter pour, du coup, restaurer un petit peu ce jeu, le ramener plus au goût du jour, avec donc énormément d'améliorations, le fait qu'on ait une tour connectée, par exemple, on verra un petit peu plus tard. Et donc, je vous propose qu'on passe tout de suite sur la page donc, de Game on Tabletop. Donc, pour que vous puissiez suivre avec nous, je vous mets donc dans le chat le lien en même temps. Comme ça, et de toute façon, pour ceux qui sont sur YouTube, pas dans le chat évidemment, mais je le mets en description, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, voilà, on va parler plus précisément de ce qu'on peut s'attendre à voir. Et ensuite, moi, je vous le montrerai directement en vidéo. Voilà pour le lien. Donc, le Kingdom Games qui nous propose cette localisation en français actuellement, donc pour une campagne donc de 19 jours et une livraison actuellement prévue donc pour le troisième trimestre 2024, donc troisième trimestre, potentiellement on peut dire éventuellement fin d'année 2024. Et ce qui fait donc beaucoup parler dans ce jeu, c'est cette tour qu'on voit là à l'écran, cette tour connectée
alors connecté, qui s'illumine, qui est motorisé, qui a du son, enfin, faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ces tours, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Après, donc en termes de matériel, on va voir quelques éléments donc en 3D, donc tout ce qui est certains bâtiments, les têtes de crâne ici, donc la menace qui va être représentée par ces crânes qu'on pourra positionner, et les figurines de jeu. Et là, pour donc cette campagne donc, sur Game on Tabletop, quel que soit le pledge que vous choisirez, donc le Kid Game choisit de vous offrir un playmat donc de 80 cm de diamètre, sachant que le plateau on est plus autour de 50-60 de diamètre, mais je suis plus certain, mais on le verra de toute façon un petit peu plus bas. Donc histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus visible, je pense que c'est une bonne idée. Donc ayant testé le jeu sur le plateau, des fois ça peut être un petit peu serré de tout mettre dessus, donc ça le playmat c'est vraiment quelque chose de confortable. Voilà, un playmat qu'ils annoncent d'une valeur de 50 euros pour un truc rond de 80 cm, ça ne m'étonne pas tellement. Ouais, c'est ce qu'on retrouvait généralement, ce qu'on avait retrouvé notamment dans la campagne de Too Many Bones, d'avoir, un playmat comme ça offert, Mhm, pendant la campagne, de exactement, la ouais. localisation française. Ensuite, donc, on continue un petit peu plus bas. Donc là, on vous présente les créateurs donc, du jeu, en fait, de la restauration, en fait, surtout. Donc, Rob Davio et Zach Childress. On voit Rob Davio, donc, qui est très connu, par exemple, pour Pandemic Legacy. Clairement, le jeu, on peut y Mmh. faire un petit rapprochement au niveau de certaines mécaniques. Après, attention, hein, je parle d'un petit rapprochement, c'est pas non plus un copier-coller, c'est deux jeux qui sont totalement différents, hein. On est sur du coopératif avec une petite mécanique qui ressemble, mais qui sont pas du tout le même ressenti au niveau du jeu. Et donc, oserez-vous affronter cette tour que vous voyez juste là? Et quand même, je vais rebondir, Rob Daviau, donc en effet, Pandemic Legacy, Toulouse Death May Die, qui quelque chose qui est fortement apprécié généralement par ceux qui ont fait l'acquisition du jeu. Il a travaillé également sur, la série des Unmatched et Isaac Et oui. Childress qui est évidemment connu pour Gloomhaven et Frosthaven plus récemment. Donc là, on a 2 valeurs sûres. Il y a un peu plus de monde qui travaille dessus, mais c'est vrai que c'est les 2 piliers, si on veut, Mhm. des designers de ce Return to Dark Tower. C'est vrai, ouais. J'étais un petit peu trop rapide par rapport à Isaac Childress, et désolé, hein. Je suis pas sûr qu'il regarde cette vidéo, mais en tout cas, je m'excuse. C'est vrai que je m'étais arrêté à Rob Davio par rapport au rapprochement de Pandemic, mais on a quand même deux auteurs qui ont des jeux bien connus, hein, qui ont plutôt bien marché. Au niveau de l'anatomie de la tour, je vais pas forcément tout vous lire en détail, mais en gros, vous retrouvez une tour donc en plastique avec les parties transparentes pour qu'on puisse voir la lumière donc au travers, des moteurs qui vont faire tourner la tour à l'intérieur, des glyphes qui vont tourner, apparaître chez certains joueurs, chez d'autres, etc. Du son, la connectivité, et ça fonctionne donc sur pile pour pouvoir évidemment que tout ça marche au mieux avec l'application et votre téléphone ou tablette comme vous le souhaitez. Évidemment. Pas de batterie, j'ai vu certaines personnes qui vous souhaitaient plutôt avoir des batteries plutôt que des piles. Je me dis, ouais, oui, non, pourquoi pas. À mon avis, ça doit être plus cher de gérer tout ce qui est un port USB pour pouvoir connecter une batterie que simplement trois piles que chacun peut mettre chez soi. Après, on n'a Honnêtement, pas trop voilà. idée de l'autonomie des 3 piles, par contre. Faudrait Je faire pense tourner pas que la ça tour, doit prendre énormément quand même, parce que c'est pas non plus des choses qui sont très très lourdes. Euh, Après, ils disent un carte mère Bluetooth basse énergie, évidemment, pour que ça dure plus longtemps. Je pourrais pas dire combien de temps ça dure, mais en vrai, à mon avis, ça peut largement tenir 10 à 20 parties. Et qui joue 10 à 20 parties d'un jeu de 2 heures maintenant, de façon régulière, j'ai envie de dire. Un jeu de pile c'est t'en clair, tiendra largement. c'est clair. Voilà, donc là on vous dit rapidement donc le jeu, en quoi, qu'est-ce qui consiste au niveau de l'histoire, et donc comment va se passer le jeu. Donc je vous fais très rapidement. Il y a une tour donc, qui a été construite au milieu de quatre royaumes, et la personne qui était à l'intérieur a commencé donc à vouloir prendre trop de pouvoir, trop s'étendre sur les autres royaumes, et donc on va envoyer des représentants de chacun des royaumes, du nord, de l'est, du sud et de l'ouest par rapport à ces tours, pour l'arrêter. Donc c'est en gros ce que vous allez essayer de faire. Voilà, donc le pitch du jeu, tout ça je vous passe. Le comment jouer, je vous en reparlerai très rapidement tout à l'heure, à la limite, plutôt sur la fin de la vidéo, parce que de toute façon, on fera aussi une vidéo règle, on fera quelque chose de propre, donc vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus clair que vous découvrirez plus tard sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et Phil qui nous dit, effectivement, pour les piles, on peut prendre des piles rechargeables. Ça, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu l'habitude de toutes ces piles rechargeables, hein. Et PGX, il dit, oui, au pire, c'est assez haut pour fixer une éolienne au sommet. Éventuellement, ouais. Tu peux la recycler comme ça. Donc voilà, des explications de règles. Donc tout ça, je vais vous le passer. Et là, on va voir un petit peu le contenu. Et tout à l'heure, on verra plus en détail. Donc vous voyez le plateau. Donc là, 60 cm de diamètre, je vous disais. Donc c'est quand même 20 cm plus grand. Le playmat, c'est quand même pas négligeable, hein. C'est pas négligeable déjà d'une part sur la table, quand même en termes d'occupation. Après, en termes de, comment dire,
Oh, je trouve plus mes mots, c'est compliqué. De visibilité, pardon, des éléments donc le plateau, sur le tapis, sur les playmat. Ce sera pas négligeable, c'est 20 cm en plus, je pense. Donc 4 personnages à l'intérieur, avec chacun leur figurine. Sur les figurines, vous avez déjà un Sundrop qui a été appliqué, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus joli qu'en sortie de boîte, sans forcément avoir besoin de peindre. Ça donne un petit peu de vie aux peintures. Et 4 personnages qui sont asymétriques dans leur façon de jouer, en tout cas dans les attitudes qu'ils pourront avoir. Pas mal de cartes vous pourrez retrouver, donc des trésors, de l'équipement, des potions, des acolytes ou des adversaires, des ennemis, des sbires, un petit peu ce que vous voulez, donc vraiment pas mal de choses. Les tokens qui vont être associés aux différentes cartes, donc des ennemis que vous allez affronter. Des bâtiments qui vont être en 3D, donc vous avez 4 fois 4 bâtiments, parce que vous aurez un bâtiment de chaque présenté sur chaque zone, donc les citadelles, le marché, le village et le sanctuaire. Donc là, vous avez les quatre figurines qui sont montrées juste là. Et ensuite, divers éléments en token, donc les jetons d'esprit, de guerrier qui vont être un petit peu les ressources qu'il va falloir gérer pendant le jeu, les capacités que vous allez avoir pour vos champions, et différents autres encore éléments que vous aurez en fonction des adversaires que vous choisirez à affronter. Et ensuite, des jetons crâne en résine, donc on va observer là, qui ont aussi un petit Sundrop, quelque chose de peu plus vivant, sachant que, comme c'est bien précisé, il y en a un petit peu plus que ce que vous avez besoin pour une partie, comme ça, si jamais vous en perdez, vous en avez un petit peu de marge. Donc sur la suite de la page, on vous présente donc les différents héros, donc le Spy Master, pardon, l'Orphanation, le Brutal Warlord et le Relic Hunter. Voilà, donc en français, hein, le Sion, le Maître Espion, le Seigneur de Guerre et le Chasseur de Reliques, pour ceux qui préfèrent. On parle quand même d'une campagne de localisation, donc c'est bien de parler un petit peu en français. Les différents ennemis, ce qui va être une part quand même assez importante de la rejouabilité que vous aurez. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure, parce que vous allez avoir des ennemis de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 et l'adversaire de niveau 5 à choisir. Ce qui fait que vous allez à chaque fois choisir un de chaque niveau pour les parties. Donc ça laisse quand même une grosse possibilité, en tout cas un nombre de combinaisons assez importante pour rejouer. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. L'extension des figurines monstres, Phil, on en parlera un petit peu plus bas, mais effectivement, pour ceux qui veulent, ce sera encore mieux que ces tokens-là. Tout à fait. Voilà, donc les différents adversaires qu'on va pouvoir choisir d'affronter pour nos différentes parties qui nous feront vivre des aventures aussi différentes en fonction de par rapport aux quêtes qu'ils vont nous demander et comment ils vont interagir par rapport à nous. Et donc, cette en fait, seconde édition et en plus second print permet d'avoir notamment aussi l'extension donc Alliance qu'on a là, qui va apporter une nouvelle ressource dans le jeu, qui est donc de l'énergie, donc des nouveaux alliés, des nouveaux trésors, de nouveaux personnages également, donc encore plus de rejouabilité, donc d'asymétrie, donc de découverte pour chaque joueur qui sont là. Donc là, l'asymétrie, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien aussi en coopératif pour de redécouvrir le jeu personnellement. Il y en a qui n'aiment pas trop quand c'est compétitif, parce que tu auras un déséquilibre, mais en coopératif, je trouve ça vraiment bien. Je sais En pas ce que toi sachant que t'en tu peux y penses. jouer en coopératif et en compétitif à celui-ci en plus, donc Ouais, tout à fait, mais tu vas un petit peu vite quand même. excuse-moi. Mais au moins ça te permet de d'élargir pour ceux qui n'aimeraient pas trop, Ouais, exactement. l'asymétrie en compétitif, tout à fait. Dans cette extension, pardon, on voit qu'il y en a aussi 4 plateaux de guildes. Donc là, tout ce qui est au niveau de ces extensions, je ne pourrais pas vous en parler en termes de gameplay parce que je n'ai reçu donc que la boîte de base pour essayer de vous en parler. Donc, qu'est-ce que ça apportera vraiment en plus, à part ce qu'il y a à lire directement sur la page, je ne pourrais pas vous en dire de plus. Donc, si vraiment vous voulez savoir, vous invite plutôt à aller vous rendre sur la page, pardon, ça évitera en plus que je raconte des bêtises. Mais on voit donc les crânes qui a joué par exemple à mettre dans la tour, on voit qu'il y a différentes couleurs, enfin vraiment des mécaniques qu'il y aura en plus. Voilà. Et donc, ce que nous disait Phil tout à l'heure, l'extension des figurines, donc des vilains et des monstres à affronter qu'on peut obtenir plutôt que d'avoir les tokens et mettre sur le plateau ou donc sur le playmat. Et clairement, il vaut mieux avoir un playmat de 20 cm plus quand on met des figurines à la place des tokens pour la lisibilité quand même. Et donc, comme vous voyez, donc c'est toujours des figurines avec un Sundrop dessus qui leur donne tout de suite plus de relief. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent l'extension Dark Horde. Et cette extension, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, là, portons toutes les figurines qu'on voit qui sont ici. On a quand même les figurines pour le Titan, par exemple, qui fait 85 mm. C'est pas rien, 85 mm pour une figurine, ça en impose hein, sur un plateau. Et c'est clairement plus haut que vos héros. Pour voir la différence quand vous êtes en jeu, ça vous montre la différence. Voilà, donc là on a
des images, donc des illustrations un peu de ce que ça peut donner, des rendus. Un dragon 70 mm, on impose avec ses ailes déployées, et différent. Et en plus, vous avez donc une amélioration matérielle. Plutôt que d'avoir donc des jetons en punchboard, vous avez des jetons en plastique. Comme ça améliore donc la qualité et surtout la durée de vie du jeu. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Et des sleeves qui sont fournis donc pour pouvoir protéger vos cartes, donc des différents formats. Il y a deux formats à l'intérieur, donc des cartes plutôt mini, des cartes taille standard, comme c'est noté de toute façon ici. Et elles ont un dos transparent. Comme ça, vous avez les sleeves qui protègent, et sont enfin semi-transparents. C'est-à-dire que vous avez quand même un design au dos de la carte, mais ça laissera apparaître les éléments de texte pour facilement trier vos cartes derrière et s'y retrouver. Et j'en profite pour dire bonsoir à Fiona qui vient de nous rejoindre. Et donc voilà ce qu'on parlait tout à l'heure, donc le playmat qui est offert. Voilà. Donc tout ça, maintenant, c'est là qu'on vient nous demander la suite. Comment ça coûte pour tous ces matériels-là? Alors, si vous choisissez le pledge de base, donc Bastion, uniquement le jeu et le playmat qui est offert, vous en avez pour 159 € de jeu. Voilà, ça peut paraître beaucoup ou pas, j'en sais rien, ça dépend du choix de chacun. Personnellement, à vous montrer le matériel, il y a clairement, on paye la tour et le développement de l'application qui va avec. C'est obligé par rapport à ce qui est fourni, proposé en tout cas par l'application d'une part, et surtout la tour. On n'est pas juste sur un randomiseur de jetons qu'on va laisser tomber, qui vont aller à droite, à gauche ou pas. Là, on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être apportées. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, le pledge Citadel à 199 €, où vous avez donc le jeu de base et l'extension Alliance qu'on parlait tout à l'heure, donc pour avoir un petit peu plus de rejouabilité, plus les sleeves et les playmats qui sont offerts dans ce pledge-là. On nous annonce donc un prix à 199 € au lieu de 305 €. Et enfin, le dernier pledge qu'on vous propose, la forteresse à 249 €. Donc là, c'est le all-in, donc le jeu de base, l'extension Alliance, l'extension avec les figurines, l'amélioration donc des jetons, les playmats, les sleeves, la totale pour 249 €. Voilà ce qui vous est donc proposé pour cette campagne, avec, comme il l'avait fait pour Too Many Bones, un paiement possible en 4 fois sans frais si on choisit de payer par PayPal. Voilà, donc je dis, ça c'est après chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui se disent je ne me vois pas faire un crédit pour un jeu. Je les comprends tout à fait. Et d'un autre côté, il y en a qui ne peuvent pas s'offrir ce genre de jeu sans faire ce genre, style de paiement. C'est à chacun d'y trouver son compte. Maintenant, pour répondre C'est à WAG, je vois que tu l'as déjà fait, la TVA est déjà incluse dans les prix qui sont annoncés là. Il faudra juste rajouter les frais de port qui sont mis, donc si je ne me trompe pas, un c'est petit 15 peu euros. plus bas. Nate Diver qui nous demande à quoi correspond le prix barré. Le prix barré, donc c'est en fait, je pense, c'est donc tout ce qui inclut plus les éléments qui sont offerts. Donc si on parle déjà par exemple du playmat, donc c'est là je suis sur le Pledge Fortress, donc on est à 249 €. Tu rajoutes donc 250, tu rajoutes une cinquantaine d'euros de playmat, tu arrives donc déjà à 300 €. Tu rajoutes ensuite le pack de jetons, c'est quelque chose qui est facilement à 20. Puis ensuite les packs de sleeves, là tu as 2 fois 90, donc tu es au moins à 20-25 €. Donc tu vas arriver très rapidement à 360 € à peu près. Et ça, c'est le prix que tu aurais, entre guillemets, sur la campagne qui est là. Comme ils l'annoncent dans leur fac, le jeu ne sera pas en boutique, effectivement, mais le surplus de leur production sera en vente sur leur site, donc uniquement, donc ce ne sera pas non plus un surplus de masse, et très certainement un prix qui sera au-delà que ce qui vous est proposé ici. Donc si j'en monte un petit peu plus haut, donc pour le jeu de base, sans parler par exemple du playmat qui est offert, donc on vous propose un jeu de base à 159 €. Très certainement, il sera sur le site sans le playmat, au moins 175-180 € à mon avis. Et je pense que c'est ça, comme ça qu'il faut le comprendre. Après, j'ai pas de chiffres du tout, attention. Je suis complètement dans l'hypothèse parce que voilà, par rapport aux informations que j'ai pu trouver sur la page et ce qu'ils ont annoncé comme fac en dessous. Mais normalement, voilà, si on retrouve le jeu plus tard sur leur site, ce sera plus cher que ce qui est proposé ici. Voilà. Intéressant de comparer par rapport au coût de Elder Scrolls, parce que le coût me choque pour ce projet que pour Elder Scrolls, mais je peux me tromper peut-être. Bah, c'est difficile un peu, je trouve, de comparer le coût des deux projets, parce qu'on en a un qui va être cher, on va le dire, par rapport aux chiffres. C'est un jeu qui est cher par rapport à la qualité du matériel, où c'est un jeu premium de luxe, hyper, ultra, méga beau. Et un jeu où là, tu vas payer en fait le matériel, le développement d'un matériel et le développement d'une application. Et c'est des coûts qu'on a très facilement tendance à oublier, surtout au niveau de l'application, par exemple.
Je sais pas ce que toi t'en penses, mon cher Nils. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, je faisais le comparatif par rapport parce qu'il faut savoir que c'est, un jeu qui a été financé déjà 2 fois, aux États-Unis. Enfin, en anglais, en tout cas en VO, tu pouvais l'avoir si tu le voulais, Mhm, en France, mais il fallait payer toutes les ribambelles de choses qui allaient avec. Et on se retrouve à peu près dans ce genre de tarif, dans le genre de tarif qu'on avait déjà sur ces campagnes, en VO. Donc en effet, vis-à-vis du tarif, c'est clair qu'à partir du moment où de toute façon tu intègres un nouveau métier qui est le développement d'applications avec, un suivi derrière, à effectuer, plus, le matériel lié à la tour. Alors je me rends pas bien compte, pour être tout à fait honnête, du coût de cette tour, le mhm. coût de fabrication d'une tour pareille. Mais forcément tout ça, ça a un coût que tu ne retrouveras pas, dans un jeu comme, Elder Scrolls ou comme dans un jeu traditionnel finalement. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et donc, ouais, forcément, ça implique des questions qui sont posées vis-à-vis de du coût de fabrication de cette chose-là. J'ai pas la réponse, pas dire n'importe quoi, j'ai pas la réponse, mais forcément, moi, j'ai pas été surpris du prix par rapport à ce qui avait été pratiqué par, Restoration Games sur, les campagnes précédentes, en tout cas. Ouais, Voilà, c'est donc ça. ça m'a pas quand j'ai vu le prix, ça m'a pas surpris. Pour moi, je m'attendais à quelque chose de relativement onéreux. On est tombé là-dedans et donc je pense qu'on est finalement dans la lignée de ce qui se fait maintenant sur ce genre de jeu en tout cas. Et si ça tombe en panne, ça c'est la question qui a été souvent posée, si ça tombe en panne. Tu vois par exemple, quand on parle de la tour, on parlait de Dark Tower tout à l'heure, la première tour avait en effet tendance à tomber en panne. On n'est pas du tout sur la même technologie, attention, mais c'est juste pour faire un comparatif et on trouve maintenant pas mal de pièces détachées pour cette tour-là. Mhm. Là, celle-ci, je sais pas si tu as eu des infos, toi, Pierrot, vis-à-vis. Moi, je sais que j'ai lu des choses qui étaient assez rassurantes vis-à-vis de la fiabilité de la tour. Maintenant, force est de constater qu'il faudra passer par un SAV si jamais, malheureusement, on se retrouve avec un crâne coincé dans un moteur. Je dis n'importe quoi, mais, mais, quelque chose dans le genre, forcément, ça devrait être pris en charge par le SAV chez Lucky Duck, quoi. Oui, ben, généralement, chez les Kidek, ils font le SAV, enfin, le SAV est plutôt bien pris en charge, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Après, tu parlais de crâne coincé dans la tour. Bah, là, dans la partie que j'ai faite, écoute, c'est très drôle parce que ça m'est arrivé. Alors que sur toutes les autres, j'ai pu regarder ce qui s'est fait chez les autres qui ont présenté le jeu, ils n'ont pas eu de soucis du tout. C'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Mais Ouais. directement, la tour, le moindre blocage, elle s'arrête immédiatement, elle se met en sécurité, elle te met un message. Voilà, donc vous avez un souci à tel niveau de la tour. En plus, c'est très exactement où est-ce que tu as le problème. Rendez-vous sur cette page pour vous dire comment dépanner. J'avoue, j'ai un peu la flemme. J'ai cherché où est-ce que ça bloquait, j'ai enlevé, j'ai remis, ça a redémarré tout de suite sans aucun problème. Pour dire à quel Ah, point, t'as pas enfin, eu à sortir ton tournevis. ah non, vraiment pas du tout, hein. Aucun souci à ce niveau-là, ça s'est réglé sans aucun problème, hein. Voilà, voilà. Bon, les frais de port, on en parlait tout à l'heure, par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, il y a 15 euros à rajouter pour ceux qui habitent en France, Belgique ou Luxembourg, 40 euros pour la Suisse, et malheureusement pour ceux qui vivent donc dans nos chers dom-toms où il faut prendre l'avion, bah, le playmat à 80 centimètres, forcément, quand on l'envoie en avion, ça coûte très très cher. Donc là, les frais de port à 95 euros pour eux. Voilà, donc pour les frais de port qui sont annoncés. Et voilà, par rapport à ce qu'on disait, donc la fois en question tout à l'heure, donc c'était Ned Diver, je crois, qui posait des questions par rapport au prix. Où est-ce que je voulais le voir? Où est-ce que je voulais le voir? C'était. Voilà. Ou si on nous parlait, donc compte tenu des tarifs de production, le jeu ne sera pas proposé en boutique. Mais donc ce qui sera enfin, produit en plus sera disponible sur le site. Mais ils ne peuvent pas garantir que le prix sera aussi intéressant, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que ça serait plus cher que ce qu'ils offrent sur la campagne. Voilà. Et donc la TVA, il n'y en a pas. Comme ça, vous avez les infos pour cette page. Donc, bah, vous savez quoi? Je vais vous mettre un petit sondage dans le chat pour savoir à quel point vous êtes intéressé par ce projet ou pas. Et comme Pendant ça, que moi, tu fais c'est... ça, moi je vais te parler des précédentes Ah, bah, campagnes quand même parfait, pour merci savoir à ce que ça toi. représente. Et je t'en prie. Donc il faut savoir quand même que Return to Dark Tower en VO, c'est une première campagne à 4 millions de dollars de financement. Pas évidemment pas le coût du jeu, hein. 4 millions de dollars, donc 23 660 contributeurs. Et le reprint, c'est pour ça que vous voyez marqué Second Reprint, en fait finalement ils ont repris les images qui étaient sur la deuxième campagne, parce que c'est bien le premier print en français, hein, si on peut dire. Et le deuxième print, c'était 2 millions de dollars.
Donc c'est quand même un projet monumental, Return to Dark Tower, en VO chez Restoration Games. C'est quelque chose qui a cartonné là-bas, qui est, noté 8,6 je crois sur BGG avec plus de 2000 notes. Donc c'est une grosse valeur, il y a une grosse valeur en tout cas, auprès des joueurs, qui ont eu l'occasion de l'avoir, qui ont l'occasion de l'essayer. Il y a vraiment un vrai fil en tout cas des jeux de rôle des années 90 je trouve. Enfin moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Un côté un peu talisman, bon, pas dans la mécanique, mais dans l'univers. Quelque chose, qui vraiment qui rappelle vraiment ce qu'on avait l'habitude de jouer, il y a quelques temps. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en tout cas qui m'attire beaucoup, en tout cas cet univers-là. Et puis, bah, après l'histoire de la tour, c'était toujours la question, c'est toujours la question que je me pose moi quand je vois ce genre de jeu, avec quelque chose de technologique, quelque chose d'assez nouveau. Est-ce que, il va pas y avoir un effet waouh qui va retomber après? En se disant: «Bah, ouais, c'est sympa la tour, mais bon, au bout d'un moment, moi les crânes, je vais les lancer moi-même». On peut pas le faire, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, survenir ensuite? Mais ça, Pierrot, toi tu l'as essayé, tu pourras en dire un peu plus. Alors pour dire très rapidement, hein, avant de faire le déballage comme ça vous laisse encore le temps de répondre, pardon. Euh, est-ce qu'il y aura un effet waouh? Clairement. Est-ce que tu vas te lasser de l'effet waouh? Franchement, c'est possible, hein, parce que il y a une appli quand même qui est assez intrusive, hein. Ceux qui n'aiment pas les jeux avec appli, bah, clairement, passez votre chemin parce que vous avez quand même passé pas mal de temps dessus. Un petit peu à l'image de Destiny, je dirais, en termes de temps à passer sur l'appli. Oui. Après, par contre, clairement, l'appli, elle te propose des choses que tu ne pourrais jamais, jamais faire autrement par rapport au gameplay du jeu. Euh, dans dans l'avancée de ton aventure, les surprises que tu vas avoir. En fait, un livre, comment dire, les livres que tu pourrais avoir dans le Tétigrel, qui sont très très épais pour essayer de gérer un maximum de possibilités que tu vas choisir, pourraient jamais couvrir ce que t'offre en possibilité l'application. Bah justement, comme on est en train de remonter un petit peu plus haut, comme ça on va pouvoir voir le différent nombre d'ennemis. Donc juste là, ce qu'on avait les différents ennemis. Alors non, c'est pas cela que je veux voir. On les présentait, les ennemis. Alors déjà, j'ai un petit peu vite là, comme ça. Donc là, voilà, on a les différents ennemis. En fait, donc, on en a 4 par niveau. Donc si on fait un petit calcul rapide, si jamais tu veux sortir une calculette comme ça, on le fait en direct, tu nous feras le résultat. OK. Donc tu prends un d'ennemi parmi les 4 de niveau 2, donc tu as 4 possibilités, que tu as multiplié par les 4 possibilités donc de niveau 3, que tu Mmh. multiplies par les 4 possibilités de niveau 4, Mmh. qu'ensuite tu multiplies par les 8 possibilités de niveau 5. Les boss en Euh, gros, je crois. ouais, c'est ça, en gros, c'est les boss. Mmh. Donc on est déjà à... je ne saurais pas te faire le calcul, hein, c'est trop compliqué pour Ouais, moi. tu à Et 500, tu plus de 500, là, tu à t'es déjà, 512. déjà à plus de 500. Et je sais que j'oublie du coup une donnée, je ne sais plus laquelle c'est, parce qu'en gros, le chiffre, on a 4000 possibilités différentes. En Je crois que termes tu pas le de... mode, tu pas le mode de jeu ou la quête Sans que tu parler du peux. mode de jeu, je te parle que Ah ouais, du coopératif là, hein, où tu as 4000 ouais. possibilités différentes. Sachant que si jamais tu joues en solo, bah, tu as 4 personnages si différents, tu peux vivre différemment ton aventure, ce genre de choses. Mais voilà, j'oublie un critère, où je sais plus lequel malheureusement, mais qui va multiplier donc encore ces combinaisons-là possibles. Donc là, en termes de Bon, rejouabilité, tu vois, forcément, si tu veux ouais. avoir un bouquin enfin, qui gère tout ce qui peut t'arriver sur ces 4000 possibilités différentes, déjà, c'est pas possible. Et du coup, cette Non, c'est clair et application, elle puis va gérer un peu le côté aléatoire de ce que tu vas faire. Et vraiment, à chaque fois, est-ce que tu as réussi à faire ça, est-ce que tu n'as pas réussi à faire ça, qu'est-ce que ça va te provoquer sur toi, comment ça va amener. Tu sais pas combien de temps tu vas jouer très clairement. Là, c'est elle qui va gérer. Ça te mène vraiment beaucoup de choses super intéressantes. Après, tu peux t'en lasser, hein, ça c'est vrai. Mais tu as mmh. vraiment des choses qui sont très très bonnes, je trouve. Est-ce que tu penses que c'est le genre d'application qui, finalement, sera le futur de ce qu'on aura dans le jeu narratif? Parce Bah, que c'est vrai que tu disais, comme un Tainted Grail, comme un Sleeping Dogs, on a des gros bouquins en spirale. Est-ce que, tu vois, ce genre de choses-là, permettrait d'avoir des boîtes plus petites et finalement d'avoir quelque chose, après, bah, bah, plus petite du coup, oui, hein, si tu perds le gros bouquin, oui, j'ai envie de te le dire. C'est surtout que si c'est bien pensé, bien codé, bien développé, ça permet aux joueurs de vivre l'aventure vraiment comme ils le souhaitent, parce que tu as toutes les possibilités qui s'offrent à toi, t'es pas limité matériellement parce qu'on va te proposer en fait.
Voilà. Ouais. Tac. Donc on a le résultat du sondage, donc 57% Je trouve donc le jeu uniquement. plutôt trop Trop cher. cher. Ouais, trop Ça cher. comprend, très, Ok. très clairement. Mais il y en a qui sont quand même indécis. Mais Là, j'en vois même dans le chat, parce que tout le monde n'a pas voté hein, par rapport à ce que je vois là. Dans le chat, ils disent il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de se laisser tenter en fait. Mais c'est vrai que ouais. bah, le prix, clairement, c'est un frein, ça se comprend, hein. Mais bon, je vais vous Ah, puis en plus montrer de ça, très bientôt le faut quand matériel. même dire, faut quand même dire qu'on est dans une période où il y a des gros projets. On a entendu parler d'Elder Scrolls là, dans le chat. Bah C'est oui. clair que c'est un projet majeur Mm, mm. depuis ce début d'année. On a eu la fin d'Undertow, d'ailleurs tout chez Lucky Duck, hein. Donc en effet, c'est encore un gros projet qui arrive et il y a des choix à faire dans la vie et peut-être qu'il y en a un à faire sur celui-ci. C'est exactement ça. Le seul souci entre guillemets de celui-là, c'est qu'on se dit si je le fais pas, je l'aurai peut-être pas, ou alors je l'aurai plus cher, du coup je l'aurai peut-être pas quand même. Ouais, C'est ouais. le seul problème que j'y trouve par rapport à la campagne en fait. Voilà. Donc c'est le futur et c'est pas plus mal, moins laborieux qu'un gros bouquin, c'est vrai. C'est plus écologique, on va dire, parce qu'on prend moins de papier, mais d'un autre côté, bah, les serveurs, faut bien qu'ils touchent et qu'ils tournent et ça pollue aussi. Voilà, Ouais. voilà. Et après, il y a aussi toujours cette dimension où tu as des joueurs qui sont totalement hermétiques à l'utilisation d'une application dans un jeu de société. Mais oui. Et ces gens-là, bah, forcément, vont être mis de côté. Et on peut comprendre aussi, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient totalement hermétiques à ça, parce qu'on n'a pas envie forcément d'avoir les yeux sur un écran Mhm. Ah oui, lorsqu'on joue à n'importe quel jeu. clairement, il y en a, ils Donc, jouent pour plus être sur les écrans. Donc quand tu proposes ça, ouais, ils veulent pas. Et ça se comprend. c'est ça. Et donc, je rejoins ce que tu dis, hein. Clairement, si vous êtes hermétique à ça, c'est pas pour vous et il n'y a pas de question à se poser, quoi. Mhm. C'est un jeu qui s'utilise avec une application et vous ne pourrez pas y couper. Voilà. C'est ça. Après, une question intéressante de Phil aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé par rapport au temps de financement, tout ce qu'il y a. On va Ouais. remonter très rapidement avant qu'on passe sur la suite. Désolé ce remontage violent. Donc le Lucky Mhm. Duck annonçait donc, pour eux un montant donc, pour la campagne à obtenir de 10 000 euros. Très clairement, je pense que c'est beaucoup moins que ce qu'ils vont avoir besoin pour vraiment relancer l'impression du jeu, à mon avis. Et Ouais. autant leurs autres campagnes, si tu prends même enfin, juste de localisation, tout simplement, de Too Many Bones par exemple, au moins d'une heure c'était réglé. Là, il a fallu attendre un petit peu plus de temps quand même pour atteindre ce palier des 10 000 euros, qui est toujours le même, hein, je crois, quelle que soit leur campagne. Peut-être le. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de gros projets en ce moment, entre Too Many Bones qui était il n'y a pas longtemps, Elder Scrolls que t'en parles, et puis il y en a d'autres évidemment. Là, on parle entre guillemets que ceux qui touchent le Kidok, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est trop de gros projets à la suite, ou est-ce que c'est moins d'intérêt pour ce jeu, moins d'intérêt par rapport au prix? Je t'avoue, je sais pas, mais c'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude Euh, à ce Après, en niveau-là. France, je viens de te dire, Return to Dark Tower, c'est quand même beaucoup moins fort, je pense, en termes de nom, que Elder Scrolls, évidemment, Oui, et Too Many Bones, qui avait déjà bien réussi sa première campagne en VF. Donc, ouais, ça arrive après, et en plus de ça, après des choses où on en avait parlé d'ailleurs en Ludic Squad, Elder Scrolls qui avait claqué les 2 millions de dollars les 2 millions d'euros en 24 heures, mhm, c'était hallucinant. Et là, c'est vrai que faut pas se leurrer, 54 souscripteurs en un peu plus de 24 heures, c'est peu. ouais, Heu, c'est peu parce que c'est oui, il y a le montant, hein, forcément, on est marqué financé, c'est évident, mais 54, c'est pas beaucoup. mm, Donc bon, à voir, mais je pense qu'en effet, il y a tout cet amas de facteurs que tu as cité, le fait qu'il y ait des projets qui s'empilent. Et le fait que, bah, ce soit le troisième gros projet Lucky Duck et qui soit à mon sens, c'est vraiment mon avis perso, je trouve qu'il est le moins fort des 3 gros projets qu'ils ont fait en termes de nom, en tout cas en termes de marque. ouais. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément aussi beaucoup, mais le jeu était quand même pas mal reconnu, en tout cas aux États-Unis, Ah notamment par ouais, les distinctions d'Ice Tower. Alors, il n'a pas gagné de distinction, mais il a quand même été nommé, que ce soit donc pour le jeu de l'année, pour le meilleur jeu solo, pour la meilleure production de jeu et le jeu au meilleur thème. Donc c'est quand même, quand on voit déjà que tu dis c'est le jeu au meilleur thème, ça veut dire mmh, quand même que le jeu ne s'arrête pas que au matériel. Quand même un thème qui est vraiment présent dans le jeu. Et merci du coup Mad ah Max pour oui, les bits que tu nous as envoyés. merci beaucoup. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'irait pas donc maintenant dans le vif du sujet et le set unboxing pour montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur? Hein, qu'est-ce que vous en dites?
Jeu en carton, la Allez, plus allez, belle allez, barbe allez. d'AJS. Le pauvre Kyo, il va pas être content. C'est ça. Allez, donc on va changer cette source-là. C'est bon, ça fonctionne toujours. Voilà, alors désolé avec le... Oui, effectivement, ça brille, c'est joli. La boîte, là, on a du vernis Ah sélectif oui. doré. Donc ça va pas forcément rendre bien sur la boîte. Mais cette boîte, justement, je trouve qu'elle a un petit format sympa. Un petit peu comme on peut avoir sur la boîte, la grosse boîte d'Anachronie, vous voyez, donc c'est deux parties qui sont là, donc là un petit peu plus visible. Et en fait, on a totalement deux illustrations différentes. On n'a pas du tout, par rapport à d'habitude, là, de l'autre côté, vous avez, en fait, on peut ranger la boîte dans un sens, dans l'autre comme on veut, en fonction de ce qu'on a envie de voir apparaître. Ah, Donc je trouve c'est ça presque plus joli plutôt ce sympa. côté-là, tu vois. Ouais, Moi, en j'aime fonction beaucoup du choix. l'illustration. Là, c'est Ouais. hyper joli. Tu veux le côté dark, bah tu mets l'autre côté. Tu veux là tes persos qui sont là et quelque chose d'un peu moins, enfin plus joli visuellement, moins sombre, bah tu vas prendre cette illustration-là, tu peux ranger d'un côté comme de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et tu vois, regarde, Fiona, elle pense comme moi, elle dit c'est beau. Bon, par contre, pour l'ouvrir, il n'y a qu'un sens, on Ah, est je obligé de suis passer complètement par là. d'accord. Donc là, on va l'ouvrir et on va remettre ça par là-bas parce qu'il y a un petit peu de choses quand même. Donc bon, la règle, comment ranger tout ça, je vous le passe. C'est pas ce qui va vous intéresser. Par contre, là, le plateau. Vous voyez déjà le plateau, quand on voit un plateau de 60 cm, ça prend de la place déjà. Je suis un peu tout tombé là derrière moi. Désolé pour le bruit. Voilà. Je ne pourrais même pas vous montrer en entier à l'écran. Et j'ai trouvé le plateau. Alors, je sais pas si ça remet ici, mais il est quand même super épais, je trouve, en fait. Tu dis, c'est les quatre planches. Je le trouve super épais. En effet, ouais. Ouais, ça a l'air assez costaud. Ouais. Tac. Alors, on ouvre ça. Est-ce que je vais réussir à tout mettre à l'écran? Bah non, ça rentrera pas, hein. Donc voilà le plateau, à quoi ça ressemble. Ça change beaucoup quand même de ce qu'on pouvait avoir sur la première version. Alors, je vais essayer de vous la remontrer vite fait. Tac, tac, tac. Elle était. Je retrouve ça tout à l'heure. Si je prends cette Il faut illustration, ça ira. savoir, on Ah, parlait je vous remontre. des illustrations. C'est alors entre autres J.J. Ariosa qui Le a avant travaillé sur Role Player et Mice and Mystics notamment. et le après. Qui- C'est bon, moi, c'est peut-être plus sobre, mais beaucoup plus visuel quand même au final, et les couleurs qui arrachent un peu moins la rétine. Donc voilà, donc là, bah, comme vous verrez, donc l'emplacement de la tour qui viendrait se mettre là, et donc le plateau qui va diviser par les rivières qui sont ici. Donc on a les quatre royaumes, l'ouest, le sud, l'est et le nord. Donc plein d'infos sur les. Comme vous voyez là déjà, en fait, si je vous montre juste ça, on a plein d'infos sur chaque zone. Donc bah, quel type de zone c'est par l'icône, le nom de la zone qui va se rappeler régulièrement sur l'application en fonction de ce qui va pouvoir se passer dans le jeu. Et sur les endroits où vous avez des bâtiments, bah, vous avez les bâtiments qui vont être placés. Donc là, vous n'avez que les icônes, mais dites-vous que vous avez une figurine qui va se passer dessus, qui fait à peu près cette taille-là, mais qui prend quand même en épaisseur. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc si je vous dis qu'on rajoute vraiment 1 cm de chaque côté, ça sera beaucoup plus confortable à mon avis en termes de lisibilité. Hop, donc voilà pour le plateau. C'est quand même pas le plus intéressant. Mais bon, je vais le montrer quand même. Ça sert à rien entre guillemets. Mais c'est joli d'avoir un d'autres plateau aussi qui est illustré. Voilà. Ah oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. J'aime pas les deux plateaux noirs. C'est pas utile, mais c'est beau. Ensuite, Mais donc ça, justement, toi, je voyais plusieurs personnes qui parlaient d'utiliser en planche à découper. Et tu peux en faire un joli cadre si tu as le playmat, tu vois. ouais, c'est vrai, carrément. Les plateaux de joueurs, donc ils sont très grands aussi. Alors en vrai, ils pourraient être beaucoup plus petits les plateaux de joueurs, parce que là, vous voyez donc ce que vous avez ici, voilà, tout ça, ça sert à rien. Vous avez une illustration qui est là, qui vous apporte rien, le nom du perso. Ce que vous avez ici, ça pourrait ne servir à rien, parce qu'en gros, c'est ce que vous allez faire à votre tour. Après, c'est une lettre de jeu que vous avez directement, donc quitte à avoir une lettre de jeu à côté, autant la mettre sur votre plateau personnage. En gros, ce qui va vous servir dans le jeu de jeu, c'est ce que vous allez avoir ici, et ce que vous ne voulez pas avoir là. Et après, potentiellement, les 4 cartes trésors que vous pourrez récupérer. Mais en vrai, vous aurez que ça en plateau de jeu, ça pourrait suffire. Maintenant, c'est plus joli, on a une aide de jeu, voilà. C'est pratique quand même. Moi, je mettais toutes mes ressources dessus, là, personnellement, et chacun est bien à sa place. Donc, les 4 persos qu'on voyait tout à l'heure, donc le maître espion, le Sion, donc, qui nous a annoncé tout à l'heure, donc le perso vert, donc le guerrier, le brutal warlord, Alors et évidemment, enfin, tout le monde aura le compris, tu as une chasseur de version reliques. originale, Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas du précisé, jeu. merci. On n'a pas C'est précisé, effectivement ouais. Lucky Duck m'a envoyé donc une version originale ils ont commandé, on fait des versions originales pour les envoyer différentes personnes. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est en anglais. C'est le jeu, hein, c'est définitif, c'est pas le proto, tout ça, mais c'est en anglais, évidemment. Ce sera bien en français chez vous si vous participez à la campagne. Et donc, maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ici?
tout ça, on va voir, et ensuite cette grosse partie. Mais là-dedans, donc on retrouve le dé, on l'a pas dit tout à l'heure le dé, mais il a un effet marbré, donc c'est très joli, enfin c'est plus joli qu'un dé tout simple. Après, donc les icônes sont gravées donc, à l'intérieur, plutôt bien faites. Les personnages, donc, comme je disais tout à l'heure, les figurines de personnages, avec le Sundrop. Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher que je fasse la mise au point. Sinon, il faudrait que je pense pour le replay à faire quelques photos. Évidemment, ça va pas vouloir marcher. Alors, 2 petites secondes. Bon, ça ressemble un peu aux figurines qu'on a dans Unmatched, là, en termes de taille et en termes de, bah, du coup, de Sundrop, forcément. Voilà. Donc ça, je devrais pouvoir vous faire la mise au point, puissiez voir un petit peu mieux. Et pour ça, il faut être doué. Et ça vient, ça vient, ça vient. Ah, Ça va t'es pas venir, loin, faut t'es pas pas que je loin. fasse trop d'ombre en plus. Voilà, en voilà une. Comme ça, on peut voir le Sundrop. Tant que j'y suis, je vais avoir une crampe, mais c'est pas grave, je garde la main, comme ça je vous montre les autres. Donc le chasseur de reliques qui est là. Donc le Warlord, donc le guerrier. Guerrier brutal là. Et le dernier, juste ici. Et donc, en continuant, vous avez la figurine par exemple de Citadelle. Donc les bâtiments ont aussi un Sundrop dessus. Même les bâtiments. C'est pas facile à voir avec le reflet, mais voilà. Les citadelles, vous en avez 4. Les marchés. On verra un petit peu mieux peut-être le Sundrop sur celui-là. Hop, le sanctuaire. Et enfin, le village. Alors, est-ce que les manches des épées et haches ne sont pas tordues? Bah écoute, non, même pas. D'ici, Non, ça va. et là non plus, ouais. Et donc, pour terminer, donc, les petits crânes, j'en prends quelques-uns. Hop là, les crânes qui sont là. Et donc pareil avec le Sundrop, qui fait un petit peu plus de relief. Donc voilà pour tout ce qui est élément en fait plastique du jeu avant qu'on passe à la grosse tour. Ah. L'écran s'est rééteint, donc forcément je peux plus refaire la mise au point. Mm. En tout cas, le tout a l'air de se ranger correctement dans la boîte. Parce que la dernière fois, Voilà, ça y est. j'avais essayé Frostpunk la dernière fois, qui avait une grande tour aussi et qui était impossible à ranger le jeu dans sa boîte de base. Là, ça a l'air en tout cas d'être plutôt efficace le rangement. Dans le rangement, tu vois, franchement ça bouge pas, hein. Tout est bien à Ouais. sa place. Et encore un insert pour tenir tout ce qu'il y a là. En gros, ce qui risque le plus de bouger, c'est ce qu'il y a ici, mais comme tu as l'insert et l'autre qui vient par-dessus, bah tout ça, ça bouge pas. Donc, voilà, plein de jetons. Donc ça, c'est les jetons esprit que vous avez. Les jetons guerriers, donc les 2 ressources en gros du jeu. Bon, ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant à voir. Là, c'est les donjons qui pourront être positionnés. Donc en gros, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, que c'est bien d'avoir un grand plateau. Imaginez sur les cases qu'on va être à l'heure de lieu, bah, vous pouvez vous retrouver à mettre des choses comme ça pour dire à cet endroit-là, vous avez un donjon, vous avez une quête que vous pouvez aller faire là-bas. Donc c'est encore ça en place à prendre en compte, mine de rien. Et puis des fois, on va vous dire, bah sur ce lieu-là, vous avez... Ah, j'ai eu un souci. Je crois que j'ai perdu le téléphone, la vue là-haut. Excusez-moi, il faut que je remonte Ah oui, voir. on a, on a une photo de pied avec une vieille tour. Merci les follow, ouais. Alors, en attendant, je vais passer sur celui-ci déjà, Undertow, j'ai pas pu. Du coup, Oui, je fais en du bruit dans effet, tous les sens. mais ça se comprend. Je suis un peu dans ton cas aussi. Forcément, on en a parlé au début, les gros projets, en ce moment, il y en a vraiment pas mal. Donc, tu vois, quand on parlait d'Elder Scrolls, par exemple, il y avait des modalités de paiement qui te permettaient de payer en plusieurs fois gratuitement, etc. Mais bon, forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on a envie de payer en plusieurs fois nos jeux? C'est une question qui se pose évidemment, surtout en ce moment, quoi. Joli les pieds, ouais, t'as vu ça, on change de concept dans les émissions, on parle pédicure désormais. Tu arrives au bon moment. Voilà. Donc, désolé, hein, faire quand même un petit peu mon cher Nice, parce que le téléphone, il s'est dit à 25%, je vais m'éteindre, donc si j'avais plus de batterie. Donc je l'ai T'inquiète pas, branché et on va meubler un petit peu on le a, temps qu'il redémarre. on a meublé, on a parlé des pieds que t'as laissé en photo. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors les pieds, il faut savoir que les pieds ne sont pas fournis avec le jeu, hein. Vous devez apporter les vôtres.
Voilà, bah écoute, ce sera plutôt mieux sur une illustration de ça en attendant, hein. On va laisser défiler gentiment le temps que je prépare le téléphone qui redémarre. Plein de choses qui se disent dans le chat, donc je compte sur toi le temps que je remette Ouais. pour Par contre, pouvoir tu peux utiliser suivre. la tour qu'avec les pieds, non. Alors, en soi, potentiellement, tu pourrais, hein, si Voilà. tu veux t'amuser, essayer de jouer avec la tablette et tes pieds. C'est un concept. Tu devrais en faire une vidéo peut-être, et à la limite, ça peut marcher. Tu sais, un TikTok ou un truc comme ça. Je joue à Dark Tower que j'ai payé 250 balles avec mes pieds. Il y a moyen de faire un bon hashtag. Allez, donc je reprends du coup ce que j'ai tout à l'heure. Donc, parfois, vous aurez donc des quêtes aussi à accomplir sur les mois. Donc, le jeu se déroulera en mois. Donc, vous aurez 6 mois maximum pour réussir votre aventure. Et en plus, donc, des donjons, bah, des fois, il y a encore des petits tours comme ça à rajouter encore sur la case où vous êtes. Donc, imaginez quand vous avez votre figurine, un donjon, un marqueur de quête, un bâtiment et des fois des monstres qui peuvent arriver, la case peut vite être remplie. Après, c'est pas très grave, mais quand on accumule tout ça au fur et à mesure sur le plateau, bah, on peut perdre en visibilité. C'est pour ça que je trouve que ce playmat, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc vous avez 3 marqueurs différents, donc là pour la quête principale, la quête que vous aurez réalisée à chaque mois en fonction de l'adversaire choisi, et la quête donc, pour celle qui sera là pour vous proposer de l'aide. Ici, vous retrouvez donc comment dire, une tuile que vous utiliserez en fonction de l'adversaire que vous choisirez. Vous l'avez en plusieurs exemplaires, donc ça fait un par joueur. La même chose ici, donc c'est par les sièges des arbres. Donc pareil, ça c'est en fonction de la quête que vous utilisez. La même chose pour les sports. Donc, je ne montre pas tout, mais c'est pour vous dire qu'il y en a un petit peu plus. Mais le plus intéressant, c'est plutôt les tuiles ici, donc des vertus, les capacités, si vous voulez, des personnages que vous avez. Où chacun de vos personnages démarra avec 2 compétences de base inscrites sur leur plateau. Une compétence de base supplémentaire en fonction de leur région. C'est le champion du nord, de l'est, du sud ou de l'ouest. Et ensuite, chacun aura, en fonction de sa couleur, 3 vertus, 3 capacités qu'il pourra avoir, qui au départ sont bloquées, qu'il va falloir débloquer donc en dépensant de l'esprit. Dans ces cas-là, on les retournera et on pourra bénéficier de leur effet pour le reste de la partie. Voilà en gros comment ça va fonctionner pour cette tuile qu'on place donc sur le plateau de personnages ici. Par exemple, j'ai le personnage bleu qui est là. Donc si c'est le champion du Nord, il aura cette tuile en plus, donc il pourra bénéficier de son effet dès le début de la partie. Et il aura ensuite 3 autres vertus, donc au début, donc enchaîné, cadenassé, qu'on ne peut pas utiliser, qu'on retournera. Vous choisirez celle que vous voulez parmi les 3, et puis vous la débloquerez pour le reste de la partie. Donc voilà, en gros, à quoi servent ces tuiles-là, c'est celles qui vous serviront le plus, en tout cas dans le matériel que je vous ai montré pour le moment. Pour votre personnage, en tout cas. Ensuite, on a encore plein d'autres tuiles sur le côté. Donc là, vous avez donc en fait tous les monstres de niveau 2 qui sont là, ceux de niveau 3, ceux de niveau 4 et vos adversaires de niveau 5. Comme ça, vous voyez, si vous prenez un petit peu le temps de tout bien ranger à chaque fois, la mise en place peut aller très vite. Si dans l'application, vous choisissez le monstre de niveau 2, bah, de prendre les loups des ombres, bah, vous avez tous vos loups des ombres qui sont ensemble. Si vous prenez les brigands, bah, vous prenez les brigands. Vous avez juste à choisir, prendre la pile qui correspond et ensuite à les mettre. Et donc voilà, comme je vous disais, on peut se retrouver encore en plus en termes de lisibilité avec les monstres à placer sur les lieux. Donc tu vois, on peut facilement commencer à se retrouver avec beaucoup de choses sur les lieux de placer et perdre en lisibilité. Alors, imagine si tu remplaces ça par les figurines, comme je disais tout à l'heure, Phil, ça va être beaucoup plus joli. Mais si tu n'as pas le playmat de 80 cm, tu vas plus rien voir. J'ai peur que tu risques de plus rien voir en tout cas. Et si on compare, par exemple, à un jeu identique comme Destinies, où en effet tu mets des petits pions partout, est-ce que en termes de lisibilité, c'est pire? Alors, c'est-à-dire, parce que pour toi, c'était pas lisible Destiny? Bah, au bout d'un moment, quand tu avais développé toute la alors si c'était lisible, mais forcément tu avais des jetons, des petites figurines un petit peu partout et parfois ça faisait un petit peu too much, est-ce que l enfin peut-être a priori tu as pas eu ce ressenti-là, mais est-ce que là-dessus, toi, tu trouves qu'en plaçant tous ces jetons, au bout d'un moment, tu sais plus tu arrives plus à t'y retrouver? Alors, bah écoute, moi j'ai fait qu'une partie et dans une configuration où en fait les joueurs qui ont été placés, on n'était pas tout autour, donc c'était difficile de voir ce qu'il y avait de l'autre côté, par exemple, si tu veux. Mais c'est ce que tu avais la grosse tour en vrai. Ouais. Mais après, bah, étant donné que les tuiles, en fait, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est que les tuiles,
tu vas avoir des couleurs, vraiment, tu as les monstres. Donc, c'est que les tuiles Ouais. plus ou moins grises, tu vois, c'est pas les mêmes couleurs, mais elles sont quand même ressemblantes. Donc, tu peux te tromper éventuellement, que tu ne te tromperais pas avec les figurines. Mais l'avantage des tuiles, c'est que tu as directement les capacités des monstres qui sont rappelées dessus. Tu n'as pas besoin de retourner sur la carte de référence pour savoir ce qu'ils font. Ouais. Après, quand tu mets tout dessus, en fait, ça va, parce que tu vas pas non plus en mettre 60 des tuiles. Rien que si tu joues, par exemple, là, je prends donc les loups des ombres. Tu en as maximum, c'est 7 ou 8, je crois. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, tu peux pas mettre plus que 8 des loups des ombres. Et Ok. après, les niveaux 2, généralement, sont un peu plus puissants. Donc, ils sont, comme on le voit, hein, de toute façon, au niveau 2, niveau 3, enfin, 3, 4, 5, tu en as moins que sur le niveau 2. Tout simplement parce que comme ils sont plus puissants généralement, t'en mets moins. Donc, t'en mets pas trop non plus. Ça reste assez lisible. Mais Ok. peut-être des fois, les couleurs un petit peu trop proches. Ouais, Il y a c'est une ça le question, reproche que j'aurais à faire. il y a une question de Phil qui est très intéressante. En effet, il y a des informations sur les tokens. Exactement, ouais, c'est ce que je disais. C'est pour ça que c'est plus pratique que les figurines pour la lisibilité. Donc là, on voit sur un token, en gros, donc là, on a les Shadow Wolves, donc les loups des ombres. C'est des monstres de niveau 2 qui sont de type bête. Et Stealth, mon anglais approximatif actuellement, ne pourrait pas me rappeler ce que veut dire Stealth. Mais oui, effectivement, on a les types du monstre qu'on n'aurait pas sur la figurine. Après, si on joue avec les figurines, donc, bah, ça me permet, merci Phil, grâce à toi, j'enchaîne directement sur les cartes qu'on a à côté. Si je prends donc les cartes de monstres, et donc par exemple, on était sur le niveau 2 sur Shadow Wolves, on a la carte ici, Shadow Wolves, qui tout va être rappelé. Donc si ça jamais tapé ta figurine, c'est que les Shadow Wolves sont niveau 2, ils ont Stealth et ils ont Beast. Et de l'autre côté, on va te dire qu'est-ce que ça va plutôt apporter les loups, donc qu'est-ce que va plutôt provoquer Stealth lorsque tu joues, qu'est-ce que va plutôt provoquer Beast lorsque tu joues, et qu'est-ce que vont provoquer les loups lorsqu'il y a des événements qui vont se déclencher pendant la partie. Donc ça voilà, on a une carte par chacun. Donc c'est pour ça que vous avez donc les 4 de niveau 2, les 4 de niveau 3 qui sont là, les 4 de niveau 4. Hop, je me suis un peu emmêlé. 1, 2, 3, 4 de niveau 4 qui sont ici. Et donc les 8 de niveau 5 juste là. Tac. Ouais. Ensuite, comme carte, on peut retrouver encore. Donc là, c'est tous les compagnons qu'on va pouvoir trouver en cours de notre aventure. Ils vont peut-être pouvoir nous rejoindre, nous donner différents avantages. Donc des avantages des fois conditionnels, des avantages pour chaque chose ou à chaque fois que. Ou lorsque vous faites ceci, vous pouvez avoir plus de choses. Ou alors vous avez le droit de faire ça, grâce à ce compagnon-là, qui peut apparaître ici. Sachant que vous avez toujours un compagnon qui va être attribué en début de partie en fonction de l'adversaire que vous choisirez d'affronter. Parce qu'en gros, c'est lui qui va venir demander votre aide. Et merci, Cuné, du coup, Stis, furtif, pour la traduction. Donc voilà, il vient demander votre aide, donc il va vous accompagner et vous aider un petit peu dans votre aventure. Et donc là, donc sur les grandes cartes qui restent, donc ce sont des trésors qu'on va pouvoir donc obtenir. Hop, je mets tout pareil. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'intérêt du dos des cartes, qu'elles soient semi-transparentes. Donc autant là, sur les grandes cartes, il n'y a pas trop besoin d'avoir des cartes semi-transparentes, on retrouve très facilement les cartes. Mais si je vous montre les petites cartes juste après, bah, elles ont toutes le même format. Et bah, directement, c'est marqué donc les cartes corruption, les cartes potions, les cartes équipement, les cartes objets de quête, les cartes de tête. Donc ça, c'est pour le mode compétitif qu'on a ici. Donc là, le fait d'avoir un sleeve qui n'est pas complètement opaque derrière, ça permet d'amener un petit peu plus de texture, de visuel dessus, mais toujours de pouvoir garder l'élément texte visible et de trier les cartes rapidement. Je trouve ça plutôt intelligent. Mais du coup, on y reviendra un peu plus tard, parce que là, pour le moment, on parlait des cartes trésors qu'on obtient là, et un petit peu comme donc les compagnons, pour nous aider à nous donner des avantages si on dépense la carte ou des pouvoirs qu'on pourrait faire en plus ou pas, en gros. Voilà, il y en a un bon paquet qu'on a ici. Ouais, donc les cartes trésors. Et donc, pour les petites cartes, donc là, je vous disais, toutes ces cartes-là, donc c'est des cartes pour effectuer des tests, donc ce sont des conditions nécessaires pour le mode compétitif du jeu. Ensuite, les cartes d'objets de quête. Donc en fonction de ce que vous ferez durant votre partie, l'application vous dira bah, prenez tel objet, ou vous avez réussi ceci, prenez tel objet de quête, donc on pourra s'en servir. Et donc on va trouver toujours un petit peu le même fonctionnement derrière, des pouvoirs permanents ou sous condition que vous pourrez avoir de l'autre côté. Alors, Et il y a une enfin, question, est-ce que ouais, les j'ai cartes vu, ouais, slivées rentrent effectivement, dans et je vais le pouvoir répondre juste personnage? après à celle-là, ouais.
les équipements. Donc en gros, vous avez 6 équipements différents. Pour chaque équipement, vous avez 3 de chaque. Donc si on joue à 4 joueurs, vous ne pourrez pas tous être complètement équipés. Après, honnêtement, je pense que vous n'aurez jamais le temps dans la partie. Et donc, ils ont chacun leur propre capacité là. Et bientôt finir pour pouvoir répondre à la question donc, de Cunu. Les potions. Donc on a plein de potions. Alors elles sont pas toutes uniques. Hein. Les potions ont plusieurs exemplaires. Mais ça fait quand même un bon petit tas de potions qu'on a là. On va pouvoir utiliser leurs effets. Donc là, c'est que des objets en fait à dépenser pour obtenir un effet. Et enfin, les cartes corruption, qui sont les cartes qu'on ne veut pas avoir. Si un joueur doit obtenir une 3e carte corruption, la partie est perdue pour tout le monde. Déjà, c'est parce qu'on ne veut pas perdre la partie qu'on ne veut pas avoir. Et surtout, elles vont avoir des effets négatifs, donc on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Si par exemple, je prends celle-ci là, la suspicion, elle n'est pas trop méchante en vrai, mais tu peux pas avoir plus que 2 potions. Normalement, les potions, tu peux en avoir autant que tu veux. Donc ça peut quand même pas mal limiter dans les bonus que tu pourrais essayer d'avoir. Si tu prends, par exemple, bon, je vais prendre celle-là, hein, au niveau de la tentation. Il y a une mécanique de glyphe qui peut apparaître donc, sur la tour, on en parlera un petit peu plus tard. Lorsque tu veux faire l'action qui va associer au glyphe, tu dois payer un point d'esprit pour pouvoir la faire. Bah, avec ça, tu auras payé encore un point supplémentaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être dérangeant, qu'on veut essayer de les éviter, et en plus qui peut nous faire perdre la partie. Et maintenant, est-ce que tout ce livret, ça peut rentrer? Bah tu vois, donc dans cet endroit-là, il y a un petit renforcement qui fait que tu peux mettre toutes les cartes qu'elles tiennent bien ensemble quand elles sont pas slivées. Donc là, on va pouvoir juste dans le fond, qui est là, tu vois, le petit renforcement. Hop, j'ai mis un coup dans la perche. Donc les cartes rentrent dans le petit renforcement qui est là. Tout ça quand c'est pas slivé. Mais donc tu as tout cet espace-là pour les mettre lorsqu'elles sont slivées. Et je pense que ça rentrera quand même largement. Si j'essaie de mettre, je pousse mes gros doigts. Vous voyez, là, j'ai encore 2 doigts larges pour que ça rentre ici. Ça a l'air. Hein. Et la même chose là. Ça serait dommage qu'ils proposent des slives. Ouais, clairement. Là, vous voyez, le jeu que j'ai là, même si on met l'extension, en plus l'extension vient avec sa voix, donc je ne sais même pas s'il y a un intérêt à la ranger là-dedans. On est large, normalement ça rentre largement au niveau des sleeves. Et donc, on va y aller maintenant dans le vif du sujet. Cette grosse tour qui est là, si jamais côté de ma tête, là, la tour de 30 cm. Ça fait quand même un gros objet, donc je vais pousser ça pour la mettre plus, hop là, en vue. Voilà. Donc cette grosse tour, où vous allez ici pouvoir faire tomber, donc à chaque fois que vous terminez votre tour, vous allez faire tomber un crâne à l'intérieur de la tour. Ce crâne, donc, il va se balader à l'intérieur et va sortir d'un côté ou pas. Il pourrait très bien rester bloqué à l'intérieur de la tour, à un des étages, potentiellement. On ne sait pas du tout où est-ce qu'il va le bloquer dans cette tour. Et cette tour, la partie, en fonction de comment ça va avancer, l'application vous dira le joueur en face de lui, voilà, ça va s'éclairer. Et donc la zone qui est éclairée, donc on le verra au travers, vous devrez retirer ce que vous avez là. Donc là, on voit ici qu'il y a un glyphe, mais sur certains endroits, évidemment là, j'ai que des glyphes, comme par hasard, mais on peut de fois se retrouver donc, avec un élément vide. Et donc, plus de chances que des têtes de mort, des crânes, donc, viennent tomber de votre côté. Ou même des fois, vous levez et tout de suite, il y a des crânes qui tombent. Donc c'est ce qui peut arriver en termes de hasard à ce niveau-là. Je vais essayer de vous allumer du coup. Voilà, je peux me passer, j'espère. Vous allumer la tour pour vous montrer un peu le côté éclairant. Alors là, comme j'ai la lumière en plein dessus, vous n'allez pas vraiment pouvoir voir malheureusement ce que ça donne. C'est un petit peu dommage. Il faudrait que j'éteigne juste un tout petit peu, voir. Je vais tout éteindre, attention. Je passe dans le noir. Voilà. Alors, désolé, c'est pas très beau, mais vous vous rendez un petit peu plus compte de ce que ça donne. C'est bon, on voit. Là, vous voyez, donc par moment, on vous dit la porte éclairée. Donc là, elles le sont toutes parce que la tour est en attente. Mais la porte éclairée, on vous demande de la retirer. Donc là, on voit que c'est assez clair. Le joueur en face de lui, il la retire et il fait ce qui se passe derrière. Et donc, pour les glyphes, là, hop, on voit beaucoup mieux pour le glyphe ce que ça donne une fois que c'est éclairé. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait, les glyphes? Lorsque vous avez un glyphe, donc vous êtes devant vous, c'est vraiment le joueur qui a le glyphe devant lui de visible. Lorsqu'il veut faire l'action avec l'icône qui est correspondant là, il va devoir payer des points d'esprit supplémentaires pour le faire. Donc la tour va jouer vraiment contre les joueurs. Tu peux jusqu'à 4 joueurs et les joueurs en fait se retrouvent autour de la table, autour du cercle, et donc en effet ils sont en face d'un des côtés de la tour, quoi. Exactement. D'avoir un glyphe en face de soi. C'est ça. Donc vraiment là, comme on l'a vu tout à l'heure, on a posé cette tour en plein sur le centre du plateau.
Et vous avez donc les rivières qui vont venir répartir, enfin, séparer comme ça donc les quatre régions. Et chaque joueur va avoir une région à gérer, la menace qui va tomber chez lui. Donc il va falloir la gérer le mieux possible. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu très très rapidement comme ça l'application, comment elle fonctionne, sans en montrer de trop. Ça sera plus l'objet donc d'une autre vidéo. Mais en gros voilà, lorsque vous allez jouer, vous pouvez donc démarrer une nouvelle partie. Lorsqu'on démarre la partie, donc on va demander donc déjà de pouvoir être sûr que la tour est stable et on va s'y connecter. Donc là, ça va scanner, etc. Hop, un petit peu de musique, je ne sais pas si vous entendez, je vais essayer de rapprocher le micro. Comme ça, vous vous rendrez compte du son qu'elle peut faire. Donc elle va se calibrer. Alors là, ça fait un petit peu de bruit quand même. Je ne sais pas si vous l'entendez. On entend Voilà, très donc, bien. une fois qu'elle est calibrée. Et donc là, vous choisissez tout de suite le mode de jeu, ce que vous voulez, un mode de jeu coopératif ou plutôt compétitif. Et ensuite, lorsque vous allez jouer, donc le nombre de joueurs que vous choisissez, on va prendre 3 par exemple, et là, voilà, vous choisissez l'adversaire que vous souhaitez affronter. Truc tout bête, mais je trouve ça tellement indispensable dans ce genre de jeu, pour ceux qui aiment, allez hop, on se lance comme ça, mais j'ai pas envie de choisir parce que j'ai envie de découvrir un bouton random, ça nous attribue 1, pardon. Ensuite, donc, l'adversaire qui est associé au méchant qu'on veut défaire. Donc voilà, c'était ça tout à l'heure que j'avais oublié. Donc on a 8 méchants. Et à chaque méchant, on peut mettre un adversaire. Donc en fait, c'était ça tout à l'heure, le multiplicateur par 8 qui me manquait pour arriver aux 4000. Donc là, pareil, on peut faire random pour avoir l'adversaire. Un random pour un monstre de niveau 1 random pour un monstre de niveau 2, un random pour un monstre de niveau 2, 3 et 4, pardon. Et on a une combinaison sur les 4000 et quelques de possibles. Et après, on peut démarrer. Et donc, en fait, à chaque fois, là, lorsque vous allez jouer, que certains événements vont agir sur un monstre plutôt qu'un autre, bah, vous avez un son qui est associé à ce monstre-là. Donc, si je prends par exemple le dragon, je me rapproche pour qu'on l'entende. Là, le mormeau, la striga, le titan, etc., etc. Et donc ensuite, après, vous pouvez lancer le jeu. Et pour vous montrer un petit peu plus maintenant la tour, normalement, si je vais dans les options, et que je vais donc dans le contrôle de la tour, je vais essayer de vous montrer donc comment ça se passe à ce niveau-là. Normalement, je peux faire tourner. Voilà. Pour vous montrer comment ça peut être. Évidemment, elle va pas vouloir bouger. Juste pour me contrarier. Ah. Hop. Mhm. Tac. Donc, je vais tout faire comme ça. On verra tout en même temps ce que ça peut donner. Hop, hop, hop. Et par exemple, on va allumer. Parce qu'on peut même choisir d'allumer. Alors, par contre, le problème, c'est que je sais pas en face de quoi je suis. Donc, on va allumer tous ceux qui sont là pour être sûr que je l'allume. Et voilà. Vous montrer en gros comment ça peut se passer pendant la partie. Vraiment, tous les éléments sont bien distincts. Ça peut soit être éclairé, soit clignoter, ou enfin vraiment plus doucement. Enfin, vraiment plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je crois qu'on a fait quand même un bon tour sur Return to Dark Tower, sur le matériel, tout ce qui vous est proposé. Est-ce que vous avez des questions dans le chat du coup par rapport à tout ça? Comme ça, je vous ferai un plaisir d'y répondre avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve pour un prochain live. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir d'autre? Est-ce que toi, déjà, peut-être, tu as des questions, toi, Nils, par rapport à ce que tu as pu observer sur le matériel et sur cette fameuse tour, justement? Bah, ouais, la tour, est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose de relativement solide? Parce qu'on parle souvent de fiabilité vis-à-vis de cette tour. Toi qui l'as eu entre les mains, du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose de plastico-plastique ou de quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus que ça? Oui, on a fait un bon tour, c'est un beau jeu de mots, Fiona. Euh, c'est... Comment dire? En fait, quand tu la tiens en main, j'ai l'impression que ça pourrait être un jouet pour enfants, entre guillemets, dans la sensation du plastique. Mais en même temps, tu as quand même un côté assez lourd, stable, quoi. C'est pas un truc que tu vas faire ça, elle tombe. Tu vois, tu peux la Ouais. balancer. Elle est quand même stable, parce que là, je la lance quand même assez fort. Euh, Et en fait, en main, ouais, on pourrait avoir la sensation d'un jouet, un peu quand même.
Mais après, une fois que tu es dans la partie, entre l'immersion sonore que tu as et la relation que tu as entre l'application et la tour, comment ça s'intègre l'un et l'autre, que ça interagit, tu perds totalement ce côté jouet que tu pourrais avoir rapidement peut-être en main. Et encore, je dis rapidement parce qu'en vrai, c'est quand même propre entre le côté plastique transparent pour faire la lumière. Et ça, quand on le touche, ça fait pas de chip du tout, hein, si tu veux. Donc Ouais, quand je dis d'accord. côté jouet, c'est parce que voilà, tu peux les jouets pour enfants, entre guillemets, tu pourrais avoir le même visuel, mais ça fait quand même, ça respire quand même la solidité, en gros. Ok, ouais. Et une fois que Et tu es en tu vois, jeu, ouais, c'est un peu pas mal. quand tu sors ça de la boîte, alors forcément, dans la boîte, c'est l'élément vraiment, c'est l'élément principal finalement que tu as dans cette boîte-là, forcément. C'est un Mhm. peu la vedette de cette boîte. Est-ce qu'à côté, t'as pas l'impression que le reste, c'est un petit peu en deçà comparé à cette tour, quoi, qui, bon, apparemment, est un objet technologique assez révolutionnaire dans le JDS? Euh, je dirais pas que Enfin, c'est en deçà, je dirais plutôt en fait, le premier ressenti que j'ai eu, j'ai eu la tour. Tu vois, ouais, t'as la tour quand même, elle en impose, elle pèse, elle en impose, elle est grande. Tu vois rapidement tout ce que tu peux faire avec, enfin, tu te rends compte d'un truc, et puis après, t'as l'impression que t'as que ça comme matériel. C'est-à-dire que tu voudrais Ah oui. l'avoir autant que ce que la tour t'apporte, entre guillemets. Mm. Un peu le ressenti en fait que j'ai eu. Mais D'accord. non, le matériel à côté, ce que tu vois, enfin, il fait pas cheap, parce qu'au final, tu te retrouves avec tout ce qui est élément plastique, tout est un Sundrop, donc c'est quand même qualitatif, je trouve, Ouais. quoi. C'est pas cheap, hein, c'est vraiment de te dire que tu as ce Mm, truc-là qui est vraiment joliment designé. Enfin, je la trouve très belle, moi, cette tour. Joliment designé avec tous ces effets de lumière, tout ça, et que ça fasse un peu d'ombre avec ce que tu as autour finalement du plateau ouais. bah, pour jouer avec. Quoi. Voilà, c'est surtout ça la question. Parce que quand tu vois que sur le pledge, en effet, tu as la possibilité d'avoir des figurines donc pour remplacer les tokens. Est-ce Ouais. que du coup, d'avoir les tokens, t'as pas l'impression que c'est un petit peu. Voilà, quand tu as une tour comme ça, aussi jolie, enfin, qui représente aussi quelque chose d'assez important dans ce jeu, Mhm. est-ce que t'as pas l'impression que les tokens, du coup, c'est un peu dommage et donc tu passerais directement sur les figurines ou pas du tout, au contraire? Bah écoute, forcément, si tu mets de la figurine, ça sera plus joli. Ouais. Euh, Après, bon, attention, hein, pour le moment, j'ai fait qu'une partie, hein. On va faire un petit peu d'autres, rien que pour faire la vidéo règle et ensuite pour faire une vidéo let's play, donc normalement qui arrivera très bientôt. J'ai trouvé que les tokens de monstres, en fait, permettent une lisibilité directe de ce que tu fais avec le token par lequel tu vas interagir. Tu aurais une figurine, alors ça serait plus joli, mais il faut être sûr quand tu vois la figurine de ne pas te tromper sur la carte de référence et donc qu'est-ce que tu vas faire. Parce que vraiment tous les mots-clés des monstres que tu vas affronter, donc par exemple tout à l'heure bête et furtif, hein, ont une importance en fait. C'est vraiment le combat va se faire par rapport à ça. Ouais. Voilà. Bon. Si D'accord. bon, je peux montrer très rapidement hein, si vous voulez. Il y en a qui ont demandé une petite démo rapide. Donc je suis obligé de me reconnecter et je vais prendre un petit crâne pour montrer comment ça fonctionne. Hop, donc désolé, hein, un petit peu de bruit de moteur encore. Par contre, chose, tant que ça calibre, très intéressante qui m'est arrivée et je trouve ça hyper bien. Je sais pas, par exemple Destiny, je sais pas si ça pourrait faire la même. J'ai pas, si je crois, je suis pas sûr, mais de mémoire ça peut. Quand j'ai fait ma partie, eh ben, mon téléphone est tombé en rate de batterie. Et moi j'étais à, je sais pas, genre à 80-85% de la batterie. Je fais, ah non, j'avais envie de pleurer presque. Et là je rebranche la batterie, j'avais un petit espoir, c'est d'une petite sauvegarde. Et tu relances en fait le jeu, tu peux reprendre la partie où tu t'étais arrêté. Tu appuies sur continue, ça se reconnecte avec la tour et c'est bon, la partie a été correctement chargée, tu reprends où t'en étais. Quand tu as besoin d'une batterie, c'est nécessaire que tu as la notion, enfin, forcément la batterie là et les piles là qui sont à prendre en compte. C'est bien que ce soit, c'était indispensable, mais au moins ça a été fait. Ouais. Allez, je vais tout Ah, mettre en c'est clair. random très rapidement. Voilà, on va prendre ça, peu importe. Voilà. Donc loading pour démarrer une première partie. Donc là, on vous explique un petit peu la mise en place, comment va se passer pour cette partie-là. Donc là, on va directement mettre des crânes sur les citadelles et les villages que vous avez. L'objectif principal de la partie qui vous est rappelé. Directement au début de partie, donc des sbires qui vont apparaître sur le plateau. Donc on vous dit à chaque fois, vous voyez sur quelle région on est. En gros, on a sur un zoom du plateau qui est indiqué là. Donc quelle région on est, qu'est-ce qu'on fait apparaître et à quel endroit. Donc vous avez l'icône
une petite animation, donc là, pour ça passe un peu plus sympa, et le nom qui est rappelé. Donc voilà, on fait spawn tous les sbires qui vont être posés en place pardon, dès le début de la partie, et on peut y aller, retourne to Dark Tower, on peut lancer la partie. Voilà. Et donc, encore un rappel d'objectif principal, et donc là, on va pouvoir lancer la partie. Donc là, vous voyez, on dit, on va rajouter un donjon là où il y avait déjà un marché. Donc ça fait vraiment, en termes de matériel, on peut en avoir beaucoup, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure. Allez, je montre ça tout rapidement. Voilà, premier mois, on démarre. Donc en gros, sur l'appli, on peut faire, donc là, il n'y en a pas, mais normalement, la quête pour le compagnon qu'on peut obtenir. Donc si je veux la faire, j'appuie là. Si je veux faire la quête d'adversaire, j'appuie là. Si je veux réaliser la quête principale, je vais venir appuyer ici. Là, c'est pour réaliser un combat, pour explorer un donjon. Et là, c'est pour voir un petit rappel où est-ce qu'on en est au niveau des sbires qui sont en place. Par exemple. Et donc, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, vous avez donc toutes les possibilités. Donc, votre action de bannière, votre action héroïque, votre déplacement, votre renforcement, qu'on peut faire dans l'ordre. Bon, on va pas aller plus en détail. Et à la fin, on fait tomber un crâne dans la tour. Et là, dès qu'on fait tomber un crâne, c'est directement repéré par l'application. Tu as le capteur de mouvement qui est là et on vous dit pas d'événement sur ce tour-ci. Le joueur d'après, bah, il joue, il fait son tour, etc. Il termine, il met son crâne, bam, tour terminé. Et là, il y a des événements. Et là, l'appli va dire bah, quels événements, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous devez faire pour agir en direct. Donc c'est pour ça, je trouve que tu as vraiment, enfin, tu as vu, hein, c'est vraiment c'est instantané. Hein. Tu n'as aucun problème à ce niveau-là. Voilà, moi terminé, on démarre à nouveau, on démarre. Tu fais tomber le crâne instantanément, l'appli, elle l'a démarré et elle te dit ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment que tu as une interaction entre les deux qui est hyper bien faite. Voilà. Toi, tu une question de fil, enfin même plusieurs qui sont assez intéressantes. Est-ce que tu peux comment tu vides la tour à la fin quand tu as fini la partie qu'il reste des crânes dedans? T'enlèves les glyphes, t'enlèves tous les glyphes, ça va tomber. Enfin, t'enlèves D'accord, oui, en gros, toutes les portes comme ça. Hein. c'est en attente en fait dedans, d'accord. Ouais. Est-ce que je peux. Non, je pourrais même pas essayer de Enfin, hop, essayer de tricher sans que ça tombe. Ah, t'es comme ça en fin de partie, bah tu ouvres, s'il y avait un crâne, il tombe et puis voilà. Hein. Tu les récupères D'accord, tous. OK. Oui, ça peut être. Non, Ouais. c'est qu'en fait, je me rendais pas compte de, si tu avais un blocage au niveau des crânes, est-ce qu'il est rendu, en fait, dans un encart particulier de la tour ou non, c'est vraiment, en fait, posé et c'est juste que c'est pas tombé, quoi? Ouais, alors, je sais pas si je pourrais le montrer mieux. En gros, hein, voilà, quand vous avez ça qui est ici, le crâne, il va être juste derrière la porte. Ah, évidemment, je l'ai fait tomber ailleurs. Voilà, là, vous voyez, il est quelque part. Faut essayer de trouver où, je pense qu'il doit être ici. Perdu. Voilà, il était arrivé de l'autre côté, donc il est vraiment juste derrière là. T'avais une pente qui est là, et si tu veux, il était au bord, juste derrière la porte, tu lèves la porte et ça tombe. C'est pour ça, des fois, le jeu va te dire, bah, la pied va dire, tu retires une porte, et donc tu peux te retrouver avec des crânes qui vont tomber. Mmh. Voilà. OK. Alors, ok, t'as pas eu un mode dans l'app pour les faire tomber tous vers le bas? Non, non, parce que vraiment, en fait, en fonction, enfin, je vais essayer d'imager, alors je sais pas exactement comment c'est dedans, mais il faut imaginer que c'est comme si tu avais un grand dôme, que tu vas voir là, avec un trou au centre, donc soit ton crâne va passer au centre et tomber plus bas, soit il va taper le dôme et venir se caler derrière l'une des 4 portes en fait. T'as pas de chose qui permet, une fois que c'est calé derrière une porte, ça peut pas le ramener vers le bas. Voilà et puis parfois la porte elle est ouverte et donc du coup, ça tombe et c'est comme ça que tu récupères des crânes, quoi. Ouais, exactement. OK. Et finalement, forcément, bah, plus tu as de portes qui vont s'ouvrir, plus souvent tu as des crânes qui vont tomber chez toi. Et en plus, bah, si les portes sont ouvertes, ça peut faire. Tu as plus de chances d'avoir un glyphe qui apparaît devant toi et donc qui te pénalise aussi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres questions? Ou est-ce que bah, c'est Eh bon ben pour non, je vous et pense on a qu'on a fait le fait, tour? le tour. Encore On le a hâte tour. de voir, ce que ça va donner en jeu donc surtout, bah, si vous êtes intéressé, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au Twitch, et vous trouverez, ça donc un peu plus tard et ça va être fortement intéressant de voir toute la team jouer à ça. Tout à fait. Voilà. Et bah, du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, on va faire une petite conclusion là. Pour ceux qui sont sur Twitch, on va attendre un tout petit peu parce qu'on va essayer d'aller voir, faire un petit réachat des copains juste après. Et donc, bah, pour YouTube, merci beaucoup d'avoir, si vous êtes encore là, donc sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires en dessous pour qu'on puisse continuer de s'améliorer, dire ce que vous pensez de la campagne, ce qu'on pourrait faire de mieux encore, ce que vous aimeriez peut-être voir sur ce jeu, tant qu'on l'a encore en main. Ça va peut-être pas durer longtemps parce que le jeu tourne. En tout cas, tant qu'il tourne pas, moi je suis bien content qu'il soit à la maison, parce que j'ai beaucoup aimé la première partie. Et voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez donc de la campagne, du jeu, ce que de la chaîne en façon générale. On essaie de toujours tout répondre, ça nous fait plaisir de voir que vous participez.
Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live directement sur Twitch. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine sur YouTube. Et ciao! Et ciao à tous.